Nous recevons maintenant Jérôme Jaminon, membre de l'Office national des forêts. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Je suis le responsable de l'unité territoriale ONF de Compiègne-Lègue-Ourscan. Je suis en poste sur ce site depuis le mois de mai, donc c'est assez récent. J'étais auparavant en forêt de Villers-Cotterêts dans le département de l'Aisne, voisin. Pour vous, que représente la forêt aujourd'hui? Pour moi, la forêt, quand on parle de forêt aujourd'hui, c'est une notion que, voilà, pour moi, la forêt enfin, je l'associe pas à la question de temporalité, hein. Pour moi, la forêt, c'est un écosystème naturel qui est constitué de végétaux ligneux principalement. C'est ce qui en fait sa caractéristique, les arbres. Donc, on a différents types de forêts en fonction du secteur géographique dans lequel on se situe. Donc, il y a une très grande diversité de forêts dans le monde. Et la forêt de Compiègne est une forêt de plaine, feuillue principalement, avec quelques résineux. Et bien que cet écosystème soit naturel, il est depuis des siècles géré, parce que la forêt rend pas mal de services à la société, à l'homme. Et du coup, ça implique une gestion, une utilisation. Et donc, il y a un lien fort, en fait, entre l'homme et la forêt. Dans beaucoup de secteurs, il y a quelques forêts qui sont totalement non gérées, sans influence de l'homme, mais c'est plutôt, en tout cas en Europe, plutôt l'inverse, où l'homme récolte les fruits de la forêt, les fruits au sens large, hein, je parle plutôt de services. Et du coup, il y a une interaction forte entre l'homme et cet écosystème forêt. Donc voilà, pour moi, la forêt, qu'elle soit d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, c'est la même notion. C'est-à-dire que c'est déjà sa définition écosystémique, ce qui la compose et toute sa diversité que cela représente. Et je pense que dans cet écosystème, puisque l'homme utilise, valorise fortement la forêt, il y a des interactions fortes entre l'homme et ce milieu. Selon vous, quels sont les services que peut nous rendre cette forêt? Alors les services, ils sont assez larges, c'est-à-dire que c'est d'ailleurs des choses qui évoluent au fil des temps. On se rend compte que, en fonction de la période dans laquelle on se situe, l'homme utilise la forêt un peu différemment. On est parti d'une forêt cueillette, forêt refuge, abri pour l'homme, utilisation de sa ressource bois, du chauffage, de la construction. Et aujourd'hui, on se rend compte que ces notions de service, elles se sont largement diversifiées et amplifiées, puisqu'on parle de fonctions environnementales assez poussées sur tout ce qui est lié au stockage du carbone, par exemple. Donc, dans un contexte de politique qui vise à lutter contre les changements climatiques et essayer d'atténuer globalement l'empreinte carbone de l'homme, la forêt est à la fois la capacité de stocker du carbone et le matériau bois, quand on l'utilise, joue aussi ce double effet-là de stockage ou d'évitement. C'est-à-dire que ça permet d'éviter d'utiliser des autres matériaux à forte empreinte carbonée. Voilà, donc aujourd'hui, fixation du carbone, lutte contre le changement climatique, la notion de bien-être, c'est-à-dire que de plus en plus, et on le voit bien avec nos problèmes de crise sanitaire liés à la Covid-19 en ce moment, on voit bien qu'à chaque déconfinement, première chose que font pas mal de nos concitoyens, c'est de retourner faire la promenade en forêt. Et là, on sent un retour qui s'amplifie, même si c'est déjà le cas, hein, cette fonction de bien-être, de loisirs, d'espace de tranquillité, de ressourcement. Voilà, la forêt l'apporte, quoi. Et ça, on voit bien que c'est une demande qui est en train de se développer très, très fortement. Toute la fonction biodiversité, préservation des espèces, de la diversité génétique des essences, etc., c'est un point important. Nos forêts sont aujourd'hui des réservoirs de biodiversité majeurs pour nos régions.
C'est lié à la forte transformation de nos paysages au cours des dernières décennies, hein, et beaucoup d'espèces trouvent refuge dans nos forêts, y compris des espèces plutôt de milieu ouvert, hein, des espèces prairiales, de bocage, etc. Donc elles ont une fonction de préservation, protection de la biodiversité qui est majeure aujourd'hui. Voilà, je pense qu'on peut aussi parler de protection, même si effectivement elle subit aujourd'hui les effets des évolutions du climat, mais elle contribue aussi quelque part localement à maintenir un microclimat local plus frais, plus voilà. Donc il y a énormément quand on parle de services, c'est aujourd'hui très large. Ça va effectivement de l'usage du matériau bois à des fonctions euh, sociales, hein, d'accueil, de bien-être, de cadre de vie. Voilà, donc c'est aujourd'hui en fait très complexe parce qu'effectivement on attend beaucoup de la forêt. Pourriez-vous nous dire qui gère actuellement les forêts et plus particulièrement la forêt de Compiègne? En termes de gestion, bon, on a un cadre qui est déjà un cadre européen et national, hein, qui fixe des grandes lignes politiques et stratégiques de la gestion des forêts dans nos territoires. Donc, avec un cadre réglementaire, du coup, également. Effectivement, tout ça est quand même canalisé au niveau réglementaire. Ensuite, donc, les gestionnaires concrets sur le terrain sont de diverses natures. Donc, pour tout ce qui relève des forêts des collectivités et des forêts qui relèvent de la propriété privée de l'État, donc en fait toute la sphère un petit peu forêt publique est confiée à l'Office national des forêts, donc qui est un établissement public à caractère industriel et commercial. Les forêts des propriétaires privés, donc qui représentent quand même la majorité de la forêt française, sont gérés soit par les propriétaires eux-mêmes en direct, soit par des appuis. Ils peuvent confier leur forêt à des experts privés, hein, qui sont là du coup pour les conseiller, ou des coopératives forestières. Voilà, il peut y avoir des regroupements dans la sphère privée. Après, il doit y avoir quelques associations ou quelques collectivités qui peuvent gérer des forêts par convention ou bien parce qu'elles les ont acquis, donc elles deviennent du coup propriétaires de ces forêts-là et donc elles le gèrent en tant que propriétaires. Donc pour résumer, on a quand même un cadre général puisque tout ce qui est réglementation est défini, une stratégie et une politique voilà, il y a une politique forestière nationale qui est établie avec de gestion durable notamment qui sont préconisées et qui sont à respecter pour quiconque. Et après, voilà, la déclinaison, on a en fait une partition forêt publique, forêt privée, avec un organisme pour la forêt publique, l'Office national des forêts, mais qui décline effectivement sa gestion dans le cadre de contrats pluriannuels avec l'État pour la partie domaniale et qui, auprès des collectivités locales, joue, comme pour les privés, le rôle de conseiller et d'expert, hein. Après, chaque commune propriétaire décide au final de la gestion qu'elle mène dans sa forêt. On est là pour lui proposer le cadre de gestion et la conseiller sur sa gestion. Y a-t-il une différence de gestion entre le privé et le public? Alors, il y a déjà effectivement la simple question de la surface que l'on gère influence sur la gestion, puisque parmi la forêt privée, c'est quand même une forêt qui est très morcelée, donc avec énormément de propriétaires et souvent du coup une surface très faible, donc qui peut conduire parfois ou voire fréquemment à de la non-gestion, parce que les surfaces sont tellement petites que euh, on a du mal à organiser concrètement la gestion de ces forêts-là. Après, sur les grandes lignes, quand les superficies sont plus conséquentes, on répond quand même à des mêmes principes de gestion ou objectifs de gestion.
Et le cadre réglementaire est à peu près le même. Ce qui varie après, c'est vraiment la diversité des traitements que l'on peut appliquer, la structure des peuplements, le choix des essences. Voilà. Là, on peut avoir une certaine diversité d'actions qu'on peut d'ailleurs retrouver au sein même des fois de nos forêts domaniales. C'est-à-dire qu'on ne gère pas les forêts euh, de la même façon. Il y a toujours aussi une prise en compte des contextes locaux, des nécessaires adaptations locales, etc. Donc, il y a une certaine diversité des traitements ou des modalités de gestion. Donc, ça répond globalement aux mêmes grands objectifs. Il y a une réglementation qui encadre tout ça, donc il faut des documents de gestion dans les deux cas, il faut que les exploitations soient réglementées, contrôlées et ainsi de suite. Après, dans les choix, c'est effectivement chaque propriétaire peut prendre des choix de traitement et de gestion différents. Donc là, ce qui amène de la diversité et parfois, du coup, effectivement, des différences entre forêts publiques et forêts privées. Un exemple concret, pour un privé, je pense qu'il y a une logique assez compréhensible de travailler sur des essences qui permettent de récolter plus rapidement les bois. Donc, quand vous avez des investissements à réaliser, en forêt, ça peut se faire sur plusieurs générations quand c'est par exemple du chêne. Bon, ben voilà, du coup, pour un propriétaire privé, c'est forcément des éléments plus compliqués en termes d'investissement, ce que l'on peut plus facilement faire dans les forêts de l'État parce qu'on a des plus grandes surfaces. Voilà. Donc oui, il y a forcément du coup des itinéraires et des choix de gestion qui sont un peu différents. Pourquoi ne pas gérer la forêt en commun? C'était de toute façon des choses qui sont en discussion et qui l'étaient déjà. Hein. C'est-à-dire que alors peut-être de façon moins prononcée parce que euh, les attentes étaient peut-être moins affirmées par le passé. Mais quand on évoque effectivement la diversité des services euh, que l'on attend de la forêt, parmi ces services-là, il y a des choses qui sont contradictoires. Et donc, il faut trouver en termes de gestion le bon équilibre. Donc, dans la mesure où on doit effectivement définir qu'est-ce que l'on attend de la forêt, c'est une démarche qui peut être participative, donc avec le recueil des besoins, donc qui peut être fait à la fois à l'échelle du territoire local, mais qui répond aussi à des objectifs et des enjeux nationaux, hein, puisque on a une politique forestière nationale, donc il y a aussi des besoins et des attentes qui sont de ce niveau-là. Et donc, si on le combine effectivement avec l'analyse des besoins localement, on est amené du coup à partager, échanger sur ce qu'on attend de cette forêt-là, et du coup, quelque part, à envisager de définir ensemble un projet, une gestion à mettre en œuvre, c'est-à-dire que où est-ce qu'on l'on place le curseur dans les différentes attentes que l'on souhaite. Donc, ça implique de la participation des collectivités, des associations, de divers partenaires locaux. Donc, il y a voilà, mon idée, c'est qu'on a quand même un propriétaire, un représentant de l'État qui doit à un moment donné effectivement définir la stratégie de gestion, mais qui peut s'appuyer sur un échange collectif et une réflexion collective. Après, le faire complètement en commun, ça me semble assez compliqué dans la mesure où chacun, de toute façon, aura pour chaque sujet qu'il concerne, une vision qui sera la sienne. Donc, c'est tout l'intérêt de pouvoir la mettre sur la table et d'y contribuer. Mais ça peut être compliqué voilà, à un moment donné, faut pouvoir effectivement arrêter une position, une stratégie pour la gestion. Et bien souvent, on est obligé de trouver une position médiane parce que pas mal des attentes que l'on a de la forêt sont, comme je vous le dis, contradictoires. C'est-à-dire que
Si vous avez une association qui veut uniquement travailler sur le bien-être, eh bien, elle recherchera des espaces les plus paisibles possibles, très peu utilisés. Enfin, voilà, tout ça est assez compliqué. Puis à côté de ça, si on veut travailler le développement de l'utilisation matériaux bois comme un matériau écologique, renouvelable, bon, ben, ça implique de l'exploitation. Il y aura quelques conflits à gérer. Donc, il faut bien trouver une position, un arbitrage pour, à un moment donné, effectivement, définir les principes de gestion que l'on souhaite appliquer. Donc, c'est bien du coup d'avoir effectivement cette démarche collective, mais qui a son intérêt, je trouve, dans la phase de définition des enjeux. Parce qu'après, effectivement, si chacun peut aussi rester sur sa position et du coup, on ne trouvera pas forcément de solution. Pensez-vous qu'il faille continuer à traiter la forêt de la même manière? Alors, il y a déjà ça, au fil du temps, il y a toujours une nécessaire adaptation de la gestion aux nouveaux besoins de la société. C'est-à-dire que les questions de biodiversité ou d'accueil du public il y a 50 ans n'étaient pas celles que l'on constate aujourd'hui. Les besoins en bois d'œuvre ou en bois de chauffage, énergie, etc., pareil, peuvent évoluer dans le temps. Donc, on a déjà, via nos plans d'aménagement, enfin, voilà, qu'on évalue tous les 20 ans et où on repart sur une nouvelle proposition, permettent petit à petit, en fait, de s'adapter à ça et de tenir compte de l'évolution des demandes. On peut avoir aussi quelquefois des crises importantes, donc ça peut être des tempêtes, ça peut être par le passé, il y a eu il y a eu la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale, qui peut avoir des impacts significatifs sur la forêt et qui en fait rompent sur l'itinéraire qui a été choisi et qui nécessite des réadaptations. Donc il y a déjà une nécessaire réadaptation un peu constante. Aujourd'hui, elle est amplifiée pour des raisons qui sont liées aux effets du changement climatique. C'est-à-dire que la forêt de Compiègne subit des dépérissements importants. Il est difficile aujourd'hui de la reconstituer, de la renouveler. Donc, ben voilà, il faut retrouver effectivement des nouveaux itinéraires, nouvelles optiques de gestion pour répondre à la crise du moment. Pour l'instant, on a surtout subi et constaté les effets du changement climatique et plus rapidement que prévu. C'est-à-dire qu'en fait, les études scientifiques nous alertaient déjà depuis quelques décennies sur l'évolution à venir et les risques que ça pouvait impliquer sur la forêt, avec des horizons 2050, 2100 et des scénarios plus ou moins catastrophiques qui impliquaient notamment des changements d'essence, c'est-à-dire que des essences des arbres présents aujourd'hui, on nous les annonce comme plus adaptés au climat de 2050-2100. Donc on commençait déjà à anticiper ce risque en essayant d'adapter la forêt progressivement et donc en réintroduisant des essences qui semblaient plus aptes à s'adapter à des périodes de sécheresse plus importantes, à des stress hydriques plus importants. Voilà, donc ça c'était effectivement déjà initié, sauf que en quelques années, on a le sentiment que ce qu'on nous préconisait ou ce que nous avançait ou affirmait pour 2050 est déjà présent aujourd'hui en 2020. Et les effets sont réels depuis quelques années. Le cumul des sécheresses des dernières années nous amène à une situation où les vieux arbres dépérissent, les jeunes peuplements d'une cinquantaine d'années commencent aussi à présenter des signes de dépérissement. Donc voilà, on fait face à une réalité difficile à concevoir parce qu'en forêt, on se dit souvent qu'on a du temps et qu'on travaille pour le long terme, mais là, les effets sont brutaux. C'est maintenant et c'est directement, quoi. Donc, face à cette situation inédite,
à des solutions qu'on imaginait pour renouveler la forêt basées sur des reboisements importants en chêne Cécile, par exemple, mais qui ont du mal à fonctionner. Voilà, il faut qu'on invente aujourd'hui des nouveaux itinéraires. C'est-à-dire que ce que l'on avait l'habitude de réaliser pour pouvoir s'adapter à une crise après tempête ou à une reconstitution après-guerre, etc., ne semble pas fonctionner aujourd'hui. Et du coup, ben voilà, ça nous fait nous re-questionner, nous inciter à nous rapprocher fortement des scientifiques, hein, des associations, et pour bien comprendre en fait la dynamique actuelle, ce que la forêt subit et comment elle évolue, pour pouvoir trouver des nouvelles solutions de manière à façonner une forêt qui soit quand même la plus résiliente possible dans les années à venir. Donc euh, voilà, après donc ça nécessite une phase importante dans les années à venir d'expérimentation, en espérant qu'il y ait des choses qui fonctionnent, d'autres ne fonctionneront peut-être pas, mais le champ de l'expérimentation est totalement ouvert. Comment imaginez-vous la forêt de Compiègne dans 25 ans? Comment je l'imagine? J'imagine elle va subir dans les décennies à venir des impacts très importants qui vont la déstabiliser complètement. J'espère qu'il y a en elle déjà une part importante d'adaptation naturelle possible. Il faut absolument compter sur cette capacité de la forêt et donc de ses essences, de sa végétation à s'adapter progressivement, même si ça va être compliqué parce que le changement climatique fait que l'évolution des températures est bien plus rapide que la capacité notamment de migration des espèces végétales. Donc il y a, là, il y a un petit souci. Donc il faut compter là-dessus et on va être dans une phase de changement profond des paysages. Après 2050 ou 2100, je ne me fais pas de soucis, la forêt sera présente. La question, c'est quel type de forêt et comment on essaye d'aider la forêt à s'adapter. C'est-à-dire que l'idée aujourd'hui, c'est par exemple d'introduire des variétés d'espèces qui sont plus méridionales. Donc, c'est-à-dire qu'auparavant, quand on plantait du chêne, on s'obligeait à récolter des glands de chêne de la région et la replanter dans la région. Bah, aujourd'hui, on va peut-être aller chercher des essences d'origine plus méridionale, centre de la France, sud de la France, voilà, qui ont peut-être cette capacité d'adaptation plus rapide. On va essayer aussi peut-être d'installer des nouvelles essences parce que certains scénarios du changement climatique nous laissent penser que les conséquences seront vraiment très fortes. Donc, il n'est pas évident qu'on arrive à avoir une adaptation facile de toutes ces essences-là. Donc, il faut aussi voir quelles autres essences seraient capables de constituer la forêt de demain. Voilà, donc il y a petite réflexion, essayer d'avoir une grande diversité de matériel pour que les capacités d'adaptation soient les plus fortes possibles, quoi. Donc, il y aura de la forêt, je ne sais pas quelle forme elle aura. Il y aura de la forêt parce que l'arbre est quand même un végétal qui a une capacité de dominance par rapport, voilà, vous laissez faire la nature, quelle que soit la zone dans laquelle, alors je ne parle pas bien sûr des déserts, mais on voit que c'est quand même le milieu ben voilà, qui prédomine, qui s'installe. Donc il y aura une capacité à maintenir une forêt sur ce territoire-là. La question, c'est effectivement quelle forêt et qu'est-ce qu'elle pourra rendre comme service. Voilà. Euh, donc là, notre principe aujourd'hui, c'est d'essayer de travailler sur la diversité des structures, d'accompagner sa capacité d'adaptation liée à la diversité génétique déjà en place par l'apport
peut-être de matériel génétique plus méridional et puis de tester quelques essences nouvelles qui ne sont pas typiques de nos régions actuellement. L'importation de nouvelles espèces dont vous nous parlez, c'est un projet ou c'est déjà quelque chose qui est mis en place? C'est quelque chose qui se met en place, donc depuis quelques années, on y pense de plus en plus, hein. Voilà, appuyé par des réflexions avec des scientifiques. Et puis derrière, il y a toute une phase de suivi-évaluation, bien sûr. Donc, il y a déjà des expérimentations qui ont été faites, hein. Par exemple, en forêt de Verdun, il y a des hêtres du massif de la Sainte-Baume qui ont été introduits. Aujourd'hui, nous, en forêt de Compiègne, on essaye de planter du chêne pubescent, par exemple, donc qui est un chêne qui est déjà présent dans notre région, mais vraiment sur des zones de coteaux calcaires assez chauds et qui est plus présent dans le sud de la France. Voilà, donc ça, c'est des premières pistes qui sont mises en place. Bien sûr, sur notre chaîne Cécile, aujourd'hui, on cherche à introduire des provenances effectivement de la région centre, par exemple. Donc oui, ça c'est déjà en cours de mise en place. Après, sur des essences plus exogènes, donc on va mettre en place des îlots d'avenir, donc qui sont des petites surfaces où on va tester différentes espèces. Donc c'est un petit peu le principe des arboretums ou des jardins d'acclimatation qu'il y a déjà pu y avoir par le passé, hein. Et là, de manière très contrôlée, c'est-à-dire que définir des petites unités, installer des essences, les suivre dans le temps, faire des évaluations scientifiques complètes, voilà, puisque là, on ne touche pas qu'à... Enfin voilà, c'est des nouvelles essences, quoi. Autant sur les autres essences, et on apporte des nouvelles variétés ou des nouvelles origines, enfin des provenances différentes, mais ça reste la même espèce. Autant sur les îlots d'avenir, on veut tester également quelques espèces qui ne sont pas du tout présentes aujourd'hui dans nos forêts. Que pensez-vous de la libre évolution de la forêt? Alors, il y a déjà des parties hein, qui sont en libre évolution. Donc, on a deux réserves biologiques sur Compiègne hein, qui sont gérées sans intervention. On a des îlots de sénescence et puis on aura sans doute effectivement à certains endroits des parties qu'on laissera aussi évoluer naturellement. Donc ça fait partie de la panoplie des choses qui seront proposées. Après, la laisser complètement en libre évolution, on répond à un certain nombre de besoins, mais il y a des besoins du coup que l'on ne peut plus assurer. Si on met totalement la forêt en libre évolution, on- voilà, on fait une croix sur pas mal de fonctions que l'on attend de cette forêt et qui du coup ne seront plus remplies. Le mieux serait donc de laisser une partie de la forêt en libre évolution et de garder une partie de la forêt pour les services. Exactement. Mais on a déjà, plus le chiffre exact en tête, mais c'est de l'ordre de 6 à 8% de la forêt qui est déjà en libre évolution. Il y aura sans doute de nouveaux secteurs qui seront proposés. Voilà. Mais c'est pas la seule voie pour nous, quoi. C'est-à-dire que si on veut produire du bois de qualité et répondre aux enjeux de transition écologique, de neutralité carbone pour la France à horizon 2050, voilà, il nous faut aussi des espaces où on essaye de façonner des peuplements de qualité. Or, la libre évolution des forêts ne le permet pas. C'est la même chose pour le bien-être et la découverte des forêts. Une forêt en libre évolution devient une forêt, entre guillemets,
qui n'est plus aménagé et sécurisé. Donc, ça veut dire des restrictions aussi sur ces zones de fréquentation possibles. C'est le cas dans tous nos peuplements en libre évolution, comme les beaumonts ou comme les réserves. On sécurise les abords, mais on interdit l'accès à l'intérieur pour limiter le danger vis-à-vis des promeneurs. C'est évident que par rapport à des... On n'a pas de grandes zones en libre évolution en France parce que malgré quelques grands domaines forestiers, on n'a pas de très grandes étendues comme peuvent l'avoir les pays nordiques ou le Canada ou des choses comme ça, avec des centaines de milliers d'hectares d'un seul tenant où en fait ils font du coup de la gestion sectorisée, c'est-à-dire qu'en fait ils ont des parties de forêt qui sont réservées à la protection de la nature, des parties qui sont des parcs ouverts au public, la randonnée, l'exploration, etc. Et puis des zones de gestion assez intensive pour répondre aux besoins en bois, etc. Donc c'est une gestion plutôt sectorisée. En Europe, on a plutôt aujourd'hui une politique de gestion qui est multifonctionnelle, c'est-à-dire qu'on veut que chaque parcelle de chaque forêt réponde à la fois aux fonctions économiques, sociales et environnementales. Euh, voilà, parce que c'était un petit peu l'idée, et c'était aussi lié en fait à la structure même de l'occupation des surfaces que peut représenter la forêt sur notre territoire. Compiègne, c'est plus de 14 000 hectares, mais ce n'est que 14 000 hectares aussi, quoi. Et voilà, et donc si on veut... alors, vis-à-vis des demandes nouvelles, on se pose vraiment cette question de aujourd'hui, est-ce qu'il ne faut pas plus sectoriser notre gestion? Aujourd'hui, répondre à toutes les attentes économiques, sociales, environnementales au même endroit, ça devient très compliqué. Et il faut trouver un équilibre voilà, qui permette de faire un peu de tout, mais qui ne permet pas de mettre la barre très haute sur chaque fonction.